Bonjour à tous et bienvenue. Avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler ma mission, inspirer les gens à faire des choix plus conscients pour leur santé afin qu'ils deviennent les protagonistes de leur propre bien-être psychophysique. Dans mon podcast, j'invite des experts, des personnes qui m'inspirent ou qui partagent ma passion pour l'optimisation de la santé et le biohacking. Si vous n'êtes pas encore familier avec ce terme, le biohacking est en fait l'art de développer notre potentiel. Être un biohacker, c'est avant tout un état d'esprit, une mentalité, le désir de devenir la meilleure version de soi-même. Ce qui caractérise tous mes invités, c'est la conviction qu'améliorer sa santé de manière préventive est toujours plus bénéfique que de traiter la maladie. De nombreuses maladies pourraient être évitées si les gens commençaient à prendre conscience de leur corps et de leur fonctionnement. Je tiens à vous rappeler que toutes les informations contenues dans ce podcast sont purement informatives et indicatives et qu'elles ne se substituent pas à une consultation médicale ou thérapeutique. Si vous êtes un fan de ce podcast, aidez-moi à le diffuser au plus grand nombre. J'explique comment évaluer le podcast et écrire un commentaire sur mon site web www.thehappyfew.com. Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez parrainer ce podcast, vous pouvez envoyer un courriel à vanessa.bertinotti@gmail.com. Aujourd'hui, nous parlerons de plantes sacrées, savoirs ancestraux, communautés indigènes d'Amazonie avec Laurent Geller, spécialiste en médecine ancestrale des communautés indigènes d'Amérique latine, cofondateur et directeur de TADVA Integrative Medicine, centre de médecine intégrative et laboratoire de médecine ancestrale. Bonjour Laurent et bienvenue. Bonjour Vanessa, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. J'ai voulu faire un épisode de mon podcast avec toi parce que notre rencontre n'est pas tombée par hasard. Je trouve ta démarche passionnante et je ressens en toi beaucoup de respect des plantes maîtresses et des communautés indigènes. Peux-tu nous raconter ton histoire et comment un beau jour tu t'es retrouvé en Colombie? Alors effectivement, tu as utilisé le mot hasard. Le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito, comme le disait Einstein. Mhm. Et mon arrivée en Colombie, ça a été un peu le fruit du hasard, puisque j'étais en vacances, en voyage, à visiter des amis, et j'ai rencontré le dernier jour de mes vacances une femme qui est devenue mon épouse. Et il résulte qu'avec mon épouse, on a décidé plus tard enfin assez rapidement quand même, de monter un centre de médecine intégrative. Et c'est là que l'aventure a démarré en Colombie en 2014. Mhm. Magnifique. Et que signifie pour toi le terme santé? Alors, le terme santé, pour moi, c'est un terme qui a été galvaudé ces dernières années dans notre clinique, et on n'est pas malheureusement des cas isolés. On a vu arriver des personnes de 40 ans présentant des pathologies que l'on rencontrait auparavant lorsqu'on avait 65, 70 ans. Alors certes, aujourd'hui on vit plus longtemps, mais moins bien. Et la santé, ça ne peut pas et ça ne doit pas s'arrêter juste au corps ou à un concept de longévité pure et dure. Quand on parle de santé, pour moi, on est obligé de, en plus du physique, alors bien sûr, à mon avis, hein, de prendre en compte le mental, l'émotionnel, le spirituel de l'individu, des éléments subjectifs tels que le bonheur, le bien-être, la paix, l'accomplissement, la satisfaction, etc., etc. Donc c'est ça la santé pour moi, c'est cet équilibre entre des datas pures et dures et un ressenti et un vécu. Mhm, mhm, très bien. Et vous avez appelé votre centre de médecine intégrative en Colombie TADVA. D'où vient ce mot et qu'est-ce qu'il signifie? Alors, Tatois, ça vient de plusieurs endroits différents. L'origine de notre choix, c'est le sanskrit. Donc, c'est les 5 éléments de la nature. On retrouve l'eau et l'éther au lieu du bois et du métal qu'on retrouve en médecine chinoise. Mhm, C'est cet équilibre entre les éléments qui permettent de maintenir en équilibre la nature, le monde, la planète. Et donc, on considère que le sanskrit, c'est une des langues les plus anciennes et que chaque mot porte la vibration du mot.
ce qui est très important pour nous de notre point de vue. Et plus en avant, quand on a commencé à rencontrer ces communautés, notamment les Cofanes au sud de la Colombie, mais pas seulement, on nous a présenté la croix andine qui s'appelle aussi la Tatua Chacana. D'accord. Donc c'est la croix des 4 directions. Et quand on le transpose à l'alchimie, ben on a finalement aussi ces 4 éléments, plus la verticalité de l'homme, qui permet de maintenir le système en équilibre. Mhm, mhm. Et quelle est la mission et la philosophie de Tattva? Alors la mission et la philosophie de Tatua, c'est de faire le pont entre les savoirs ancestraux des communautés indigènes d'Amérique latine notamment et notre société occidentale. C'est de rendre accessibles ces savoirs ancestraux, cette médecine, pour 2 propos principaux. Le premier, c'est de mettre en sécurité ces communautés indigènes qui sont en péril d'extinction un peu partout dans le monde. Alors on ne le sait pas, on ne le voit pas, mais il y a quand même une extermination qui dure depuis de nombreuses années, voire des centaines d'années, et c'est de finalement rendre accessible une médecine qui n'est pas visible, qui n'est pas connue, et qui pourtant a des applications tant au niveau physique, mental, spirituel, émotionnel, juste impressionnantes. Donc voilà, c'est notre objectif, c'est de rendre quelque chose qui finalement se passe de bouche à oreille, de génération en génération, le rendre plus visible et plus disponible. Mhm, mhm. Et quelle a été votre démarche et votre approche quand vous avez décidé de développer ce centre de médecine intégrative et laboratoire de médecine ancestrale? Alors, la démarche et le propos ont évolué au fil du temps. Bien entendu, quand je suis arrivé en Colombie, je n'avais aucune idée de tout ce que j'ai découvert ces nombreuses années. Donc, le propos, il était un peu plus réduit, un peu plus petit, c'est-à-dire d'aider les personnes, les individus, les patients qui en avaient besoin à retrouver un équilibre, une santé, à Mhm, travers des produits de qualité, des produits naturels, des thérapies respectueuses, puisque déjà dans notre centre, c'est un vrai centre de médecine intégrative, dans le sens que quand une personne, un patient vient, finalement, il est reçu par un médecin qui va déterminer vers quel professionnel ce patient va se diriger. L'objectif, c'est de la même façon que le font les communautés indigènes, c'est de rendre le plus rapidement possible la personne autonome et donc de se débarrasser le plus rapidement possible du patient qui vient nous voir. Au fur et à mesure du temps, en rencontrant ces communautés indigènes, en discutant avec elles, en s'asseyant dans leur environnement, en partageant sur tous les savoirs, on s'est rendu compte qu'en fait, la mission allait bien au-delà de ce qu'on pensait. Et c'était une mission qui est, selon nous, très importante parce que c'est une diffusion au-delà des frontières de la Colombie ou de l'Amérique latine. Donc c'est vraiment cette préservation de savoir qui, suivant les communautés, ont disparu avec la disparition des communautés quand on pense à des communautés comme les Incas, etc., etc., où aujourd'hui on recherche encore à comprendre comment ils ont vécu et qu'est-ce qu'ils faisaient. mhm. Et comment avez-vous réussi à trouver un équilibre entre approche scientifique et savoir des communautés indigènes? Alors c'est une très belle question dans notre développement en fait. Généralement on étudie les plantes qui nous intéressent. Mhm, Ensuite, c'est les plantes qui nous intéressent, qui nous trouvent dans le sens qu'elles souhaitent nous trouver, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, on étudie ces plantes au niveau scientifique. On regarde les études, on approche des médecins, on se renseigne et on cartographie vraiment la plante avec ses propriétés, etc., etc. Euh, une fois qu'on a identifié et étudié ces plantes, on approche les communautés indigènes avec qui on échange, on discute et on partage sur leur utilisation, sur les propos thérapeutiques de la plante, pourquoi elle l'utilise, dans quel cadre, etc., etc. Et ça nous permet d'avoir une intersection entre le scientifique et l'ancestral. Et cette intersection, c'est notre point de départ vers la création de produits, d'élixirs, de remèdes pour pouvoir les standardiser, entre guillemets, avec certains processus, afin de les rendre disponibles à notre monde occidental notamment.
Mhm. Et est-ce que les communautés indigènes sont d'accord de partager et diffuser leur savoir? Comment adviennent justement ces échanges? Alors effectivement, de rentrer en contact et de créer des liens d'amitié, de confiance avec ces communautés, c'est pas quelque chose de facile et c'est pas quelque chose qui se fait en un jour, puisque encore aujourd'hui, les communautés sont infiltrées notamment par des Colombiens, par des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes, afin de pouvoir avoir accès à certaines choses ou de pouvoir générer de la division à l'intérieur de leur communauté. Donc ces relations, elles ont pris énormément de temps pour se créer. Avant que j'arrive en Colombie, le frère de mon épouse, qui faisait partie de Tatois à l'époque, il a créé ces liens. Il a fait ce travail, ce qui nous a permis, quand je suis arrivé, de le continuer ensemble. Et plus on rencontre ces communautés indigènes, plus on devient, entre guillemets, connu ou reconnu, dans le sens que on nous évalue, hein, on est constamment évalué, observé, par des personnes qui ont une forte sensibilité, une forte perception du monde invisible, et donc qui ont quand même la capacité de voir les intentions des personnes qu'ils ont en face. Et donc au fur et à mesure qu'on est reconnu, ben, les autres communautés nous acceptent, nous reçoivent et partagent avec nous leur savoir, parce qu'elles ont cette volonté aujourd'hui de sortir de leur environnement. Elles ont compris, il y a eu un changement de paradigme au niveau de la majeure partie des communautés, où à l'époque, on allait chez le médecin traditionnel, chez le chaman dans son environnement pour se faire soigner. Aujourd'hui, c'est le chaman ou le médecin traditionnel qui sort de sa forêt pour aller diffuser ses savoirs. Parce qu'on est dans une période de la vie où on s'est complètement déconnecté et ils ressentent cette urgence de, d'apporter cette médecine et ces savoirs afin d'aider la population, le monde, à se reconnecter à quelque chose de plus grand. Donc il y a non seulement une reconnaissance, une acceptation, mais il y a aussi l'utilisation de nos produits par certaines communautés. Lorsqu'ils réalisent des rituels médicaux, médicinaux, ils utilisent certaines fois avec les personnes qui les reçoivent nos produits pour les recommander et les donner aux personnes qui en ont besoin. Mhm, mhm. Intéressant. Donc, votre volonté à travers ce projet est de créer un pont entre ces savoirs ancestraux des communautés indigènes et notre société occidentale qui n'a pas la culture de ces plantes maîtresses, de cette médecine ancestrale. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à diffuser ces savoirs et quelle est la cause qui vous anime? Alors, les raisons, il y a aussi la volonté des peuples ancestraux de diffuser ces savoirs. Donc, comme on est en contact avec eux et qu'ils ont cette volonté, on est les vecteurs de ces savoirs, de leur volonté, pour contribuer aussi à leur mission. Donc, notre mission, c'est vraiment d'être ces vecteurs, de pouvoir rendre accessible cette médecine qui ne l'est pas aujourd'hui, notamment pour différentes raisons, hein. La première, c'est que les plantes maîtresses, c'est pas pour tout le monde, d'accord? C'est quelque chose qui peut être risqué, qui peut être dangereux. On n'est pas habitués, nous, occidentaux, à naviguer dans un monde spirituel de la même manière qu'ils le font eux. Donc l'idée, c'est pas de vivre comme ils le font ou de consommer les plantes comme ils le font, de la même façon qu'on ne va pas leur imposer notre manière de vivre. Donc c'est de trouver un moyen de rendre accessible cette médecine dont on a besoin énormément, sans l'intermédiaire, sans l'intercesseur qui des fois peut être un biais dans la transformation, dans la guérison, dans la compréhension. Puisque, voilà, on est, comme tu l'as dit, de deux cultures totalement différentes. Et l'idée, c'est pas d'intégrer totalement une culture, c'est juste de pouvoir s'y connecter et comprendre les bienfaits de certains éléments qui caractérisent la culture. Mhm. Donc, votre approche est sans intermédiaire, si j'ai bien compris. Donc, il n'y a pas de curanderos ou de chamans, ou bien dans votre structure. Donc, déjà,
Peut-être une autre question qui me vient, est-ce que votre centre est dans une ville ou bien le centre est inséré dans une forêt ou dans un lieu assez naturel? Juste pour comprendre aussi quelle sorte de centre vous avez comme ça pensé et aussi au niveau des professionnels à l'intérieur, comment vous avez décliné le tout. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un centre pluridisciplinaire en Europe, dans la nature, donc une sorte de dôme où on aurait des pratiques physiques, des pratiques martiales, du yoga, des thérapies manuelles, des médecins, médecine fonctionnelle, et un espace universitaire où les communautés indigènes viendront diffuser leurs savoirs ancestraux à ceux qui souhaitent bien les recevoir. Donc ça, c'est l'objectif court, à moyen terme plutôt. Et aujourd'hui, en Colombie, on est dans une ville, à Cali. Donc on est à l'extrémité d'une ville, mais on reste dans un environnement urbain, puisque Cali, c'est une ville de 5 millions d'habitants. Et donc on fait les navettes vers les communautés indigènes pour les visiter. On a plusieurs disciplines à l'intérieur du centre. On a des naturopathes, médecins, nutritionnistes, psychologues, thérapie énergétique, ce qui nous permet d'avoir une assez grande palette et de pouvoir vraiment aider sur plusieurs facettes une personne qui en a besoin. Mhm, mhm. Et dans votre démarche, il y a un vrai effort de pouvoir réinstaller ces communautés indigènes chez elles. Vous les aidez à récupérer une partie de leurs terres, c'est bien ça? Alors oui, donc en fonction des communautés indigènes avec qui on travaille, il peut y avoir du troc, des échanges, on apporte des médecines, etc., en fonction des produits qu'on développe, en échange de, de, de leur partage, parce qu'il faut savoir aussi que non seulement ils nous partagent leur savoir, mais quand on va dans leur environnement cueillir des plantes sauvages, des fleurs sauvages, c'est toujours accompagné par eux. Ils nous accompagnent, ils nous guident dans ces environnements qui sont juste énormes et très puissants. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, il y a plusieurs manières de déraciner et de se débarrasser des savoirs ancestraux. La première, c'est d'insérer de l'alcool dans des communautés. Une deuxième, c'est d'offrir l'université aux enfants, aux jeunes enfants, pour qu'ils suivent un cursus qui est plus axé hémisphère gauche, donc savoir. Et le troisième, c'est de les sortir de leur environnement, comme c'est le cas de plusieurs communautés, notamment au sud de la Colombie. Il y a une communauté qui se trouvait en pleine Amazonie, dans le Putumayo, qui a été déplacée dans une ville comme Cali. Donc j'ai plus accès à mon environnement, j'ai plus accès aux plantes, j'ai plus accès à la nature, et peu à peu le béton, le style de vie, la nourriture et l'alcool me détournent de mon chemin. Donc c'est ce qui arrive aujourd'hui, et effectivement, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle nos grands frères, qui sont les Arhuacos, les Kogi, les Wiwa et les Canquamo, qui se trouvent tout au nord de la Colombie, dans la Sierra Nevada, dans une réserve naturelle. Donc réserve naturelle, je dis toujours, c'est un terme élégant pour décrire une prison, puisqu'ils sont enfermés dans une zone délimitée où pour eux c'est difficile de sortir. Et donc on leur a offert cette réserve naturelle, mais les terres ne leur appartiennent pas. Donc du coup, aujourd'hui, il y a de l'exploitation juste brutale et sauvage par des grands groupes étrangers, des terres qui mettent en péril l'équilibre de la nature, de ces savoirs, de ces communautés qui ont été infiltrées et qui vivent des violences et des choses qui ne sont pas très agréables. Et donc, à travers à toi la vente des produits, des formations, de nos accompagnements, il y a toujours une partie qui est retenue pour les aider à racheter les terres sur lesquelles ils vivent, afin qu'ils puissent rester implantés dans des terres qu'ils parcourent depuis plusieurs milliers d'années. Mhm, mhm. Intéressant. Et tu as été formé en médecine quantique. Qu'est-ce que la médecine quantique et qu'est-ce qu'on entend par épigénétique quantique? Alors, c'est deux questions très compliquées, mais on va y répondre, hein, en espérant que je vais perdre personne. Donc, j'ai étudié cette discipline avec un docteur médecin
californien. Alors c'est basé bien entendu sur les préceptes de la physique quantique, comme Mhm. l'illusion de la séparation, l'intrication quantique, le fait que l'observateur non seulement participe à une expérience, mais qu'il l'influence aussi à travers son observation, qui peut être différente en fonction de où on se situe, où se situe l'observateur, c'est-à-dire est-ce qu'il se situe dans son hémisphère gauche, et donc avec une observation limitée et rationnelle, ou est-ce qu'il se situe dans son hémisphère droite, depuis où tous les champs des possibles sont ouverts. Alors c'est une médecine qui est à la fois, je dirais, réductionniste et illimitée, puisque finalement, tout est quark et photon, soit onde et lumière ou information en mouvement, et que donc, en fonction d'une longueur d'onde donnée ou induite, un photon peut accéder ou connecter à un état. Mhm. Bref, c'est une médecine que les peuples premiers pratiquent depuis la nuit des temps, et c'est important de le relever. Et pourtant, ils le font sans avoir accès aux livres des brillants scientifiques que l'on connaît ou aux nombreuses vidéos que l'on peut trouver sur Internet, sur YouTube, etc. Et finalement, cette médecine quantique, ce concept de quantique, c'est à la naissance de la physique newtonienne que l'on a commencé à créer des barrières arbitraires, notamment entre le fonctionnement de la matière et de l'esprit. Donc en parlant d'épigénétique quantique, ben, l'épigénétique, ça étudie les variations des gènes induites par l'environnement, variations qui n'importent ou qui plutôt n'impliquent pas de modification au niveau de la séquence d'ADN et qui sont transmises lors de la division cellulaire. Alors quand on ajoute le mot quantique à la suite d'épigénétique, on rajoute cette notion de fonction d'onde et de probabilité qui dit que euh, tant qu'on n'observe pas une particule, celle-ci, elle se comporte comme une probabilité de manifestation. Donc que tout est possible. Et dès le moment qu'on observe cette particule, il y a ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde. Et la particule se matérialise à travers une instance. Alors dans cette vision quantique, on a aussi le néant, le vide, qui est tout sauf vide, l'éther, qui est un des éléments d'état toi, la conscience, le spirituel. Bon, donc, si on ajoute une composante universelle à travers les plantes maîtresses et leurs propriétés adaptogènes, on accède à cette dimension quantique où il y a cet invisible, comme je l'appelle, qui opère au réglage nécessaire et correct, indépendamment de la volonté ou plutôt de la présence active de l'individu dans l'équation. Alors, ça ne veut pas dire que l'individu ne doit rien faire ou n'aura rien à faire. Ça veut juste dire qu'il a peu d'influence sur le déroulé du processus. Et peut-être, voilà, j'aimerais rapporter l'idée justement de médecine quantique avec le rôle des plantes maîtresses. Quel est le rôle de ces plantes maîtresses et qu'est-ce qu'elles nous apportent? Alors, le rôle des plantes maîtresses, dans le mot maîtresse, on a enseignant. Et finalement, un bon maître, on dit que c'est celui qui nous met des obstacles sur notre chemin pour qu'on Mhm, puisse les dépasser tout seul. mhm, Donc ces plantes maîtresses, elles ont plusieurs propriétés communes. Je ne sais pas si on va rentrer trop dans le détail ou pas, mais euh, j'ai bien envie quand même. mhm. Oui, elles, vas-y. euh, bon, déjà, elles sont adaptogènes. Donc elles s'adaptent à chaque individu avec qui elles rentrent en relation. Donc ça veut dire qu'elles créent une relation unique avec l'individu qui les consomme. Mhm, Elles ont une autre propriété, ce côté enseignant, c'est qu'elles vont nous faire comprendre ou nous montrer ou nous connecter plutôt à nos comportements toxiques. C'est un peu, en quelque sorte, comme le disait Carl Jung, cette exploration de notre part d'ombre. Et donc, elles ont plusieurs propriétés qui ont été étudiées par la science, qui sont juste merveilleuses, et qui montrent que ces plantes sont pro-vie, puisqu'elles sont toutes anti-inflammatoires, elles favorisent le système immunitaire, elles sont anti-cancérigènes, elles favorisent la neurogénèse, et en plus, elles ne court-circuitent pas le circuit de récompense. D'accord? Donc mhm, c'est très intéressant. Elles vont opérer de deux manières différentes. La première, c'est qu'elles vont agir au niveau des ondes alpha du cerveau, le lobe occipital, au niveau de lobe occipital. mhm, Et on dit que
le lobe occipital, c'est le siège des visions et le siège oculaire. Donc c'est là où en fait on a les visions. C'est aussi ce qu'on appelle le siège du predictive coding. Donc comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, tout ce qui permet de définir le futur de manière prédictive en fonction de l'environnement ou de ce qui se passe autour de nous. Donc cette partie-là est désactivée et notre hémisphère gauche est désactivé. Donc l'hémisphère gauche, c'est la partie rationnelle, c'est la partie limitée, c'est la partie cadencée de notre cerveau qui fonctionne de manière linéaire. On dit que l'hémisphère gauche fonctionne à 2000 bits d'information seconde, alors que l'hémisphère droite fonctionne à 2 millions de bits d'information seconde, et que finalement cet hémisphère gauche, c'est lui qui filtre en fonction des croyances, des peurs, des programmes que l'on a en nous, qui l'accèdent au niveau cellulaire. Et donc finalement, on a 1 998 000 bits d'information seconde qui sont éliminés par seconde. Donc en désactivant l'hémisphère gauche, le predictive coding, on devient présent à une réalité qui est bien plus grande que ce qu'on peut percevoir. C'est comme si on enlevait tous les filtres et toutes les lunettes qui font que notre réalité est tordue. Donc ça, c'est les propriétés principales des plantes maîtresses, avec une amplification du système onirique à travers lequel on va pouvoir voir, comprendre, expérimenter ce qu'on a besoin de comprendre afin de dépasser la condition, ce qu'on est en train de vivre, les problématiques. Donc le rêve nous apporte la compréhension. Les plantes agissent au niveau cellulaire. En changeant la vibration des cellules, je garantis que ma cellule va monter en vibration. Donc si je monte en vibration, forcément je vais attirer dans mon champ d'expérience une nouvelle information. C'est un peu, je fais toujours l'analogie avec le poste de radio. Hein. Si j'écoute une chanson qui ne me plaît pas, tant que je ne tourne pas le bouton, donc tant que je ne change pas de fréquence, je vais continuer à être connecté sur cette fréquence. Donc en montant ma fréquence cellulaire, forcément je vais monter en vibration. Une vibration de colère, c'est une vibration basse. Une vibration de joie, c'est une vibration haute. Et en montant en vibration, ce qui est cristallisé se libère et je me connecte à quelque chose de nouveau. C'est l'allégorie de la caverne. Hein. Je suis face à... dans ma caverne, face aux ombres, je me retourne, je vois une lumière à l'extérieur et j'ai l'opportunité de sortir si je décide de le faire ou pas. Donc voilà, en gros résumé. Merci. Et quelle est la différence entre justement ces cérémonies qui sont maintenant un peu à la mode aussi, l'ayahuasca et toutes ces cérémonies que font des chamans et ces plantes, ces essences maîtresses avec lesquelles tu travailles. Donc, si tu peux un peu, parce que tu as parlé justement d'onirique, des rêves, Oui. peut-être tu peux aussi clarifier un peu cette différence entre les deux. Oui, alors du coup, la différence, il y en a beaucoup. La première, c'est qu'en fait, lorsqu'on va dans des cérémonies traditionnelles, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Il y a déjà ce qu'on appelle la diète que l'on est censé réaliser avant. Donc la diète, ça met en lumière une des problématiques qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on a un problème, on va tout de suite chercher la pilule miracle ou même le truc naturel qui va permettre de résoudre notre problème, au lieu de d'abord faire le vide et de se débarrasser de nos comportements toxiques. Donc il y a cette diète qui est un peu contraignante, qui va nous demander de prendre soin de nos pensées, prendre soin de notre environnement, prendre soin de notre nourriture, etc. etc. Ensuite, on va se rendre dans un environnement accompagné par un médecin traditionnel et un chaman. C'est souvent un environnement qui est sylvestre, la jungle. La jungle, c'est des forêts primaires qui ont plusieurs centaines de millions d'années, contrairement à nos forêts qui ont quelques dizaines de milliers d'années, peut-être, qui ont été reconstruites après la période glaciaire. Et donc, du coup, c'est des forêts qui contiennent toute cette intelligence, ces esprits, et qui sont super puissantes. On va dans un environnement inconnu, avec des gens inconnus, à se mettre dans une position de vulnérabilité, où finalement, en fonction de l'intention de la personne qui nous accompagne, si elle est bonne,
il n'y a pas de souci. Mais si elle est mauvaise, eh ben, en fait, elle peut prendre le pouvoir sur nous. C'est un élément qui est très important à prendre en compte parce que ce n'est pas parce qu'on est chaman ou médecin traditionnel qu'on est aligné ou qu'on a une bonne intention. D'accord ? Comme tout dans la vie, ça se retrouve dans toutes les professions. La deuxième, c'est qu'en fait, ou la troisième, c'est que ces communautés ancestrales, elles ont l'habitude depuis tout petit de naviguer dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Je l'ai mentionné tout à l'heure, dans cet éther, dans ce vide, dans ce néant, qui contient des dimensions que l'on n'a pas accès, notamment à cause de notre hémisphère gauche. Donc ils ont l'habitude depuis tout petit. Je te raconte juste une histoire. Un infirmier qui avait des petits-enfants de 3 et de 5 ans, lorsqu'ils sont malades, et on échangeait avec lui, les enfants étaient juste merveilleux, c'était pas loin de Cali, il nous partageait que quand ils étaient malades, il leur donnait un petit peu de yahé pour que l'enfant récupère tout de suite le lendemain. Donc ils ont ce contact avec ces esprits, ces plantes, depuis tout petit, et ils ont l'habitude de naviguer. Donc quand ils nous reçoivent, ils pensent qu'on est comme eux. Ils pensent qu'on est habitué comme eux. Ils ne se posent pas la question. Et donc, il n'y a pas de préparation qui se fait avant, comme on pourrait le voir dans certaines pratiques où finalement, on va prendre en compte le besoin de la personne, son désir, son intention. On va l'aider à déjà faire un travail. Je parlais tout à l'heure de diète, mais de diète émotionnelle. Donc, on va te préparer à cette pratique en travaillant sur toi. Et finalement, une fois que tu as fait la cérémonie, il y a aussi, en gros, on vous dit salut et bonne journée une fois que c'est terminé. Et donc, il n'y a pas d'intégration. Donc, on est livré à nous-mêmes, à nos démons, à ce qu'on a vu, qui parfois peut être difficile. C'est pour ça que c'est vraiment pas quelque chose que je recommande de faire sur un coup de tête. C'est quelque chose qui doit être réfléchi, étudié et pesé. Donc on nous laisse livrer à nous-mêmes. Et donc du coup, pour redescendre, certaines fois, ça peut être brutal. J'ai une expérience où personnellement, qui est la connaissance ou l'expérience avec les plantes, il m'a fallu entre 8 mois à une année pour redescendre sur Terre. C'est juste énorme et c'est dramatique. Donc on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut rendre accessibles ces plantes et ces savoirs à tout le monde en toute sécurité, sans ces biais et sans ces, finalement, des biais de culture aussi, parce que j'ai oublié de le mentionner, mais quand un chaman ou un médecin traditionnel va interpréter ce que vous êtes en train de vivre, il l'interprète avec sa vision et ses yeux, avec sa culture et son environnement culturel qui n'est pas le nôtre. Et donc, du coup, il va nous donner des conseils, nous dire certaines choses qui, certes, seront vraies, mais pas forcément adaptées à nos besoins ou à notre vie de tous les jours. Et donc, du coup, en créant ces élixirs, on a finalement les mêmes bénéfices d'une manière différente, d'une manière vibratoire. Et c'est là où on parle d'épigénétique quantique, de physique quantique, de médecine quantique, puisqu'on a cet esprit de la plante qui se retrouve dans les élixirs et qui va guider la personne sans intercesseur, sans intermédiaire. Donc, c'est de moi à moi. C'est vraiment, je suis confronté à mon miroir et je peux comprendre qu'est-ce que j'ai besoin de travailler, qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher, qu'est-ce que j'ai besoin de transformer. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas un garant de transformation, mais c'est un garant de compréhension. Et dès le moment que je comprends, dès le moment que je conscientise mon obscurité, c'est là où je peux aller vers le changement, en mettant en place des actions, en me faisant accompagner, en allant voir des professionnels de la santé, en fonction de ce que j'ai vécu, de ce qui réémerge. Et ce qui réémerge est toujours fait dans la bienveillance de la personne, puisque ce sont des plantes adaptogènes et elles s'adaptent à ce dont la personne est capable de gérer et ce dont elle est capable de vivre. Donc du coup, une cérémonie, parlons par exemple de l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une cérémonie, je parle de ça parce que c'est à la mode aujourd'hui, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens veulent avoir des expériences fortes, ce qui, je ne suis pas sûr, c'est la bonne raison qui fait qu'on devrait prendre de l'ayahuasca. Une cérémonie, généralement, c'est 3 à 5 heures de machine à laver, où on va être vraiment confronté à nos démons, à notre part lumineuse, on va faire des prises de conscience, et après, on a à travailler. Avec les élixirs qu'on travaille, cette prise de conscience, elle se fait sur 30 jours,
en toute sécurité, le soir, pendant qu'on dort, la journée, etc. Ça ne va pas nous altérer, il n'y a pas d'alcaloïdes. Et il y a cette compréhension qui se fait tout en douceur. Donc on peut travailler en douceur sans que ça soit brutal, sans avoir besoin de vomir ou d'avoir des diarrhées, ce qui est souvent le cas avec ces plantes qui sont purgatives, puisqu'à travers la purge, on obtient aussi à des guérisons. Mais voilà, c'est le propos, c'est de pouvoir faire le même travail, mais de manière diluée dans le temps. Et quand on compare 5 heures à 30 jours, on peut se dire, d'un point de vue humain, que c'est beaucoup, mais finalement, la différence est minime par Mhm. rapport au temps que ça a pris. Wow, merci de ton explication. Et pourquoi c'est important de travailler dans le respect de l'esprit de la plante? Alors parce que déjà, la plante est vivante. Hein. Mhm. Ça, c'est une chose qu'on a tous conscience. On dit que c'est des êtres inanimés parce qu'ils n'ont pas la capacité de se déplacer, encore qu'il y a des plantes qui ont la capacité de se déplacer, mais c'est des êtres vivants. Aujourd'hui, on a des études qui montrent que les plantes sont capables d'écouter, sont capables de voir la couleur du t-shirt de la personne qui se trouve à côté, parce qu'elles ont au niveau de toute leur structure les mêmes cellules qu'on a derrière notre rétine. Elles ont la capacité de communiquer, de recevoir de l'information, de stocker de l'information et de la restituer. Donc ça, c'est déjà un élément qui est très important. Et au-delà de ça, je ne suis pas le propriétaire de la nature, je ne suis pas le maître de l'univers. Et finalement, une plante, c'est un être vivant à qui je vais demander d'arracher des fleurs, d'arracher une partie. Et donc, ça se fait dans le respect, bien entendu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que derrière chaque plante, et notamment les plantes maîtresses, c'est des plantes qui sont très fortes. Il y a toujours deux esprits, un esprit malveillant et un esprit bienveillant. Et donc si on se connecte de manière bienveillante à une plante, on va avoir accès à son côté bienveillant. Donc ça demande vraiment de créer une relation, et cette relation, elle se matérialise de manière assez intéressante. J'ai envie de partager ça à Vanessa, Mhm. à travers un appareil qu'a développé Jean Toby, la Mhm. musique des plantes, qui permet d'extraire le chant des plantes. Et en fonction de mon état, en fonction de mon humeur, en fonction de comment j'approche la plante, les plantes vont chanter de manière différente. Elles vont avoir un chant et une extraction qui sera totalement différente. Si c'est un petit enfant, si c'est un adulte, si c'est une personne en fin de vie, le chant sera différent. Donc ça montre qu'il y a une relation et un dialogue différent entre les personnes et les plantes. Et on peut aussi le transposer à ce qu'on appelle au Shinrin-yoku, qui est le bain de forêt, d'accord, en Mhm. japonais, ce concept, qu'on a tous vécu sans le connaître, lorsqu'on se balade en forêt ou dans la nature et qu'on sort finalement de cette balade après une demi-heure, une heure, où on se sent mieux. Et pourtant, il ne s'est rien passé, on a juste marché. Alors que quand je marche dans la ville, je ne ressens pas forcément euh, les mêmes, euh, les mêmes bienfaits. Finalement, ces bienfaits que je ressens, c'est l'interaction que j'ai eue entre les plantes et mes cellules, que je ne perçois pas avec mon hémisphère gauche, mais qui sont bien réelles et présentes. Donc du coup, pour moi, les plantes, la nature, nous sommes la nature et la nature et nous faisons partie de la nature, la nature fait partie de nous. Et donc il y a un respect qui est pour moi important à avoir avec des êtres qui sont probablement supérieurs en termes de compréhension et de connexion avec l'univers. Hmm. Wow, ça a l'air très magique. Et est-ce que ces chants des plantes, cette musique change par rapport à l'état où on se relationne avec elles? Ou c'est toujours la même musique qui sonne? Alors non, c'est toujours différent. Donc c'est là qu'on se rend compte que c'est un chant et non une musique. C'est-à-dire qu'il y a des paroles, Ok. il y a une interaction. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été réalisées, des études scientifiques, qui montrent que certaines plantes, dans un environnement, dans un appartement ou dans une maison, dans des maisons, préparent avec un changement vibratoire et un changement de chant les enfants à aller se coucher le soir. Mhm. Et donc c'est très intéressant, c'est là où on voit que finalement, les plantes communiquent avec nous et nous avons perdu ce lien de communication avec les plantes que les communautés indigènes ont gardé, puisque ça arrive de se balader en forêt
amazonienne avec des communautés, lorsque tout d'un coup, un médecin traditionnel nous dit non, on ne peut pas passer par là, c'est dangereux, c'est la nature qui me le dit. Et en continuant le chemin, on se rend compte plus tard qu'effectivement, c'était dangereux, ce n'était pas une bonne idée. Donc, ils ont cette capacité de comprendre les signaux de la nature et d'interagir avec eux d'une manière juste exceptionnelle. Mhm. Donc, cet outil dont tu nous as parlé de Toby, un peu fait la même chose que les indigènes quand ils rencontrent les plantes. Donc, c'est les mêmes chants qui comprennent eux, et nous, on n'a pas ces capacités de compréhension, c'est ça? Voilà, donc c'est des sociétés qui sont plus basées sur leur hémisphère droite que l'hémisphère gauche. Ok. Alors, pour la petite histoire, quand je suis arrivé en Colombie avec cet appareil auprès d'une communauté indigène, je leur ai montré, et ils avaient les yeux écarquillés et ils m'ont dit littéralement, waouh, il y a une machine qui fait la même chose qu'on fait nous. Et ils étaient fascinés de voir que la technologie était capable de supplanter ou de faire ou de confirmer ce qu'ils savent depuis des milliers d'années. Donc, effectivement, ils ont cette capacité de dialogue. D'ailleurs, il y a des initiations qui se font suivant les communautés. Par exemple, les Kogi, lorsqu'on est choisi comme médecin traditionnel, on va être enfermé dans le noir rapidement les 18 premières années de sa vie pour amplifier ses perceptions extrasensorielles. Il y a des chamans qui partent tout seuls en forêt amazonienne. J'en connais un qui est parti 14 ans. Ouais. Et quand je lui ai demandé pourquoi tu es parti 14 ans, il m'a dit, en fait, je lui ai posé deux questions. La première, c'était pourquoi tu es parti 14 ans. Il m'a dit, parce que je voulais créer un lien profond avec la nature et la comprendre, et comprendre de quoi elle avait besoin. Et ensuite, j'ai dit, mais pourquoi tu es revenu? Parce que ça devait être quand même quelque chose de merveilleux. Il m'a dit, je suis revenu pour diffuser ce savoir et pour enseigner ce que j'ai appris à travers la nature. Wow, quelle expérience! Ouais. Et est-ce que tu peux nous décrire votre relation chez Tatva avec les plantes maîtresses, le processus de récolte et comment vous interagissez avec les communautés indigènes dans ce contexte? D'accord. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque communauté indigène est responsable de sauvegarder les savoirs d'une ou de plusieurs plantes en les passant de bouche à oreille, de génération en génération. Mhm. Donc, si on peut le dire comme ça, chaque communauté identifiée en fonction des plantes, les relations créées. Et ces plantes, déjà, on va les cueillir dans un environnement sylvestre. Alors, sylvestre, ça veut dire dans une forêt sauvage, sans intervention de l'homme. Ça veut dire que ce pas des plantes qui ont été plantées par l'homme, c'est des plantes qui ont poussé là où elles doivent pousser pour donner leur potentiel vibratoire énergétique à la nature. Donc, il y a Mhm. une intelligence universelle ou divine derrière ce choix. Donc, les communautés, on ne peut pas rentrer dans les forêts comme ça, tout seul, à la fraîche, comme je le dis, puisque c'est finalement leur environnement, c'est leur maison. Donc, chaque zone est délimitée. Et quand il y a des plantes qui sont sur le point de fleurir, quand on parle de médecine florale, de plantes maîtresses et des élixirs tatois en spécifique, sans parler des autres produits, eh ben, ils nous appellent. Ils nous disent, il y a cette plante qui est en train de fleurir, c'est la période, c'est le moment, venez. Donc on se déplace, ça peut être des expéditions de 3 à 4 jours, suivant où on va, ça peut être un peu plus. On va dans un environnement sauvage, ils nous accompagnent, donc pour nous, tous les arbres se ressemblent, mais quand on avance dans la forêt avec eux, ils nous montrent chaque plante, chaque arbre avec leur nom indigène, les propriétés, de comment il faut utiliser l'écorce, etc., comment la cuire pour bénéficier des propriétés thérapeutiques. Et il nous amène vers la plante. Quand on arrive vers la plante, généralement, il y a un protocole, un rituel de connexion à la plante, on va remercier les esprits, l'esprit de la plante, les élémentaux, l'eau, l'air, le feu, la terre, etc., etc. Et on va demander la permission d'extraire le champ de la plante pour une propriété et un propos thérapeutique, et d'extraire et de cueillir certaines fleurs. Donc les fleurs, en fait, elles se cueillent des jours et des heures spécifiques. Il faut Mhm. savoir que chaque plante est connectée à un astre, d'accord? Mhm. Et donc en fonction de l'astre
à laquelle la plante est connectée, elle aura un potentiel énergétique différent. Je prends toujours l'exemple de la Melissa officinalis, qui est une plante qui travaille notamment les anxiétés de cœur, l'angoisse. C'est une plante qui est jupitérienne. D'accord? Donc si moi, jupitérienne, Jupiter c'est jeudi, si moi je l'extrais et je l'accueille un jeudi, j'aurai des potentiels vibratoires mesurables totalement différents que si je l'accueille les autres jours. Et c'est là où tu m'as parlé tout à l'heure de science et d'ancestral. On a, lorsqu'on termine nos produits, on a des mesures, on les mesure et on valide que effectivement les propriétés sont celles que doivent avoir les produits finaux. Donc on va cueillir ces fleurs, on va procéder dans le respect de la plante, dans le respect de l'esprit de la plante, aux premières extractions sur place, qui ensuite vont être finalisées dans notre laboratoire avec ce que je dis toujours un personnel qualifié, c'est-à-dire qui a conscience du fait que l'observateur a une influence sur l'expérience. Et donc, quand un collaborateur rentre en production, il va devoir toujours s'évaluer émotionnellement avant de rentrer. Si je ne me sens pas bien, si j'ai un problème, si mon mental tourne en boucle parce que j'ai des soucis à résoudre, ben j'ai conscience que j'ai meilleur temps de ne pas rentrer en production parce que j'aurai une influence négative sur la finalité des produits que je développe. Mhm, mhm. Très intéressant. Et une phase très importante chez Tatva est la phase de dynamisation. Est-ce que tu peux nous raconter de quoi il s'agit? Oui, alors la dynamisation se fait donc déjà ce qu'il faut comprendre quand on parle de laboratoire, c'est vraiment moitié labor, moitié oratoire, comme le dit Buran Steinas, où on sait que nos pensées, notre mental, notre interaction a une influence sur le produit final. Et donc finalement, en quelque sorte, comme on le dit en alchimie végétale, je travaille sur une plante, mais la plante travaille sur moi. Mhm, Et ça se mesure et ça se voit. Et donc du coup, ben, en fait, il y a une première dynamisation qui est faite euh, euh, toujours à la main. Donc les dynamisations se font toujours à la main. On n'a pas d'appareil ou de technologie qui permettent de le faire. La première, c'est à travers l'extraction de ce champ de la plante que l'on va passer à de l'eau de source mhm, pour que cette eau de source organise ses molécules afin de recevoir de manière correcte l'information de la plante quand on va lui passer l'information de la plante. Ça, c'est la première dynamisation. Après, on a des dynamisations manuelles avec bien sûr des oraisons aux élémentaux, l'eau, l'air, le feu, la terre, comme j'ai dit précédemment, au Père éternel, à la Mère divine, à l'esprit de la plante, en lui demandant la permission de créer ses produits thérapeutiques, en lui demandant aussi pardon de toute la maltraitance que l'homme a pu avoir sur son environnement et sur son espèce. Donc la dynamisation, c'est probablement la chose la plus importante et c'est là où, en tout cas, il est super important d'être aligné soi-même pour pouvoir être en connexion et en relation directe avec la plante pardon, sans aucune interférence. mhm, Donc d'être finalement, comme on dit, un sportif dans sa zone, mhm, dans cet état aligné. mhm, mhm. Et quelle est votre manière de travailler avec les plantes dans votre laboratoire? Alors c'est là où en fait, dès le moment qu'on rentre dans le laboratoire, il y a il y a cette partie centrale qui est la dynamisation, Mhm, qui est finalement le transfert de l'ancestral au scientifique, puisqu'après on part sur du scientifique. Donc on a un chimiste parce que dans un laboratoire, on est obligé d'avoir un chimiste pour être reconnu par les autorités sanitaires et validé par les autorités sanitaires, qui va finalement mesurer, s'assurer que le produit est conforme, qu'il est de qualité. On va procéder aux différents tests d'analyse, que ce soit au niveau des métaux lourds, des micro-organismes, et finalement avec ce contrôle qualité qui va nous garantir que le produit final, il est de qualité au niveau scientifique et au niveau médicinal. mhm. Et une des techniques de fabrication utilisées chez Tadva est la spagyrie. Est-ce que tu peux nous décrire cette méthode de fabrication?
Oui, alors la spagyérie, c'est une technique de fabrication qui est juste merveilleuse. C'est ce qu'on appelle de l'alchimie végétale où on va euh, opérer à plusieurs processus. D'accord? Le premier, c'est de récolter la plante et de la travailler le premier jour, le jour avec lequel elle est en relation, comme je disais tout à l'heure, avec sa planète. D'accord? Mhm, Donc une plante jupitérienne, je la travaille le jeudi au lever du soleil. Donc c'est plus difficile de travailler en été qu'en hiver, puisqu'en hiver, le soleil se lève plus tard, encore que pas en Amérique latine, mais je mhm, pensais ici pour la Suisse. Euh, mais c'est donc la première opération consiste à extraire l'esprit de la plante. Donc on va utiliser un solvant, ce qu'on appelle le mercure en alchimie. Ce solvant, ça peut être en macération avec de l'huile ou avec de l'alcool. D'accord? L'alcool, c'est ce qui permet d'extraire l'esprit de la plante. D'accord? mhm, mhm, Donc on va d'abord travailler sur cette extraction où on va finalement séparer le subtil du grossier. Donc une fois qu'on a réalisé cette première opération qui dure environ 10 jours, on va filtrer le tout et on va récupérer la partie végétale. Donc mhm, la teinture va contenir l'information du végétal et à travers la partie végétale qu'on a récupérée, on va commencer deux opérations qui sont très importantes et qui, encore une fois, si on est aligné, fonctionnent, si on n'est pas aligné, ne fonctionne pas. C'est la calcination et on va d'abord brûler les plantes et ensuite on va les calciner, d'accord, la partie végétale, pour en obtenir des sels. Donc là, dans cette étape, on va passer du monde végétal au monde minéral. Donc on va, grâce à cette opération, obtenir les sels minéraux des plantes. Donc on ajoute un composant et un élément supplémentaire dans l'équation. On remélange le tout, on laisse quelques jours macérer, on va réextraire, refaire une calcination, et ensuite, l'étape suivante consiste à distiller le tout, donc passer à un état gazeux, la teinture, à travers une distillation lente à 40 degrés. Donc ça peut durer une quinzaine, vingtaine de jours jusqu'à ce qu'on ait réussi à tout distiller parce que ça se fait vraiment de manière très lente et de manière très respectueuse. Une fois qu'on a obtenu tout ça, après il y a d'autres opérations comme le mélange des sels minéraux avec de l'eau de source ou de l'eau de rosée, etc., etc., pour au final obtenir une teinture et un produit qui est juste extraordinaire et puissantissime au niveau thérapeutique. C'est mhm, quelque chose qui est relativement connu ici en Suisse, mais qui ne l'est pas tellement en Europe, en fait. mhm, mhm. Et tu as dit que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas par rapport à l'état dans lequel on se trouve. Est-ce qu'on peut mesurer si ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Comment est-ce que tu peux le voir? Alors, tu peux le voir de manière très claire. Mhm. Donc, du coup, quand tu vas opérer à tes calcinations, ben, quand tu brûles quelque chose, c'est tout noir, on est d'accord. Oui. Donc, tu vas le brûler, ensuite tu vas le calciner, et en fonction de ton alignement, cette calcination va être plus ou moins claire, Mhm. jusqu'à devenir toute blanche. Si elle est toute blanche, c'est que tu as été vraiment aligné, c'est que tu es aligné dans ton travail, c'est que tu es aligné avec la plante, tu es connecté avec la plante. Et ça, tu le vois tout de suite, parce qu'au début, quand tu commences dans ce chemin, eh ben, tu te rends compte que en fait, tu brûles une plante, tu as beau la brûler pendant 10 heures, elle va rester noire. Alors Mhm. qu'au fur et à mesure que tu avances dans le processus et dans, dans ce chemin qui est unique et particulier, bah, tu vas te rendre compte que ce noir se transforme en gris, en Mhm. blanc. Et si tu arrives jusqu'au bout de l'étape, c'est-à-dire à une teinture parfaite, tu vas obtenir des cristaux. Et c'est ça qui est très intéressant, sans vouloir perdre les gens qui nous écoutent, mais j'ai quand même envie de le mentionner. En fonction des cristaux que tu obtiens, tu sais exactement d'où vient la plante. Mhm. C'est-à-dire, chaque plante jupitérienne va produire un cristal final de la même structure et de la même forme. Ouais. Chaque plante de Mars va produire les mêmes cristaux, des cristaux différents de ceux de Jupiter, qui sont identiques aux plantes qui viennent de Mars. Donc ça veut dire que si j'ai une plante dont je ne connais pas les origines, en faisant le processus jusqu'au bout, en obtenant ces cristaux, je sais finalement de quelle planète elle vient et comment la travailler de manière optimale. C'est fascinant. Ça me vient à l'esprit un peu la théorie aussi de Masaru Emoto avec l'eau, quand il a photographié l'eau.
Et c'est un peu la même chose, non? Le même principe. Oui, Oui. oui, Mhm. effectivement. Un grand monsieur de grandes études. Et est-ce qu'il y a d'autres techniques de fabrication dont tu ne nous as pas encore parlé et qui contribuent à garantir un produit final efficace pour l'individu qui le consomme? Oui, alors bien entendu, comme je l'ai dit précédemment, toute la partie scientifique, laboratoire, avec des normes, avec des mesures, avec des processus HACP qui permettent de garantir qu'à chaque étape, on est conforme, à chaque étape, on délivre un produit de qualité standard, entre guillemets, d'un point de vue données ou data scientifique. D'accord. Mhm. Donc ça, c'est les processus vraiment plus scientifiques, mais toujours avec une approche manuelle et une approche axée sur l'individu qui travaille, c'est-à-dire je ne suis pas en train de produire avec de la musique, je ne suis pas en train de produire de manière de manière machinale ou mécanique. Je suis toujours conscient de ce que je fais et ça demande beaucoup d'intention. D'ailleurs, au début, quand on produit selon cette norme ou de cette manière, on se rend compte rapidement que notre mental y part rapidement, qu'on est vite fatigué parce que ça demande vraiment beaucoup d'attention et de concentration. Donc on mélange vraiment ces techniques ancestrales et, ces méthodes scientifiques. Après, il y a d'autres, bien sûr, techniques de fabrication en fonction des plantes. Il y a certains mélanges ou certaines combinaisons qui ne sont pas forcément euh, logiques ou sensées ou qu'on aurait envie de faire et qui, avec les communautés indigènes avec qui on partage, et qui nous montrent que oui, effectivement, en inversant le mélange de deux plantes, on obtient des synergies différentes. Ben, c'est tous des savoirs qui nous permettent de potentialiser et de rendre les produits plus forts, plus intégratifs, plus holistiques et plus globaux. Parce que Mhm. ça, c'est un élément qui est important dans le terme holistique qu'on utilise aujourd'hui. On oublie souvent la partie spirituelle. Et pour moi, holistique, c'est vraiment mental, physique, émotionnel et spirituel. Et le propos, à chaque fois qu'on crée des produits, c'est d'avoir toutes ces composantes qui sont impactées chez la personne qui les consomme. Alors bien entendu, quand on parle de spagyrie, on est plus sur du physique que du spirituel, alors que quand on parle d'élixir fleuron, on est plus sur du spirituel que sur du physique, mais on se rend compte que tant avec l'autre, tant avec l'un qu'avec l'autre, on a un impact sur tous les corps de la personne. Mhm. Mhm. Et sur les produits Tatva, on retrouve un drapeau suisse. Quel rôle joue la Suisse dans le processus de production? Alors la Suisse joue un rôle très important, c'est celui de la reconnaissance des produits, puisque finalement, on associe souvent de manière assez rapide un pays avec ce qui se passe à l'intérieur. Et donc finalement, lorsqu'on avait un petit drapeau colombien, on voyait nos produits comme quelque chose de mal façonné, qui pouvait être fait de manière, je ne sais pas moi, de manière touristique ou de manière non sérieuse. Et le fait d'avoir un drapeau suisse, puisque nos produits sont terminés chez un partenaire en Suisse, bah, y a deux propos déjà. Le premier, c'est de ne pas envoyer des quantités importantes de produits à travers le monde et qui naviguent de la Colombie à la Suisse, puisque finalement on envoie des teintures et à travers les teintures on finalise des produits en Suisse. Et la deuxième, c'est de créer cette sécurité auprès du consommateur pour qu'il se rende compte que oui, effectivement, c'est produit dans un laboratoire suisse aux normes GMP, bonnes pratiques de manufacture, avec cette conscience aussi des plantes, cette conscience du vivant, cette conscience qu'il y a quelque chose de plus grand, puisque on utilise aussi des techniques de dynamisation dans ce laboratoire, notamment avec des planches ou des plaques tectoniques où on va dynamiser nos os afin de potentialiser leur vibration et pour avoir au final des produits qui soient reconnus parce que c'est en tout cas en Suisse plus facile d'accéder à des réseaux de pharmacie, à des réseaux de professionnels lorsqu'on a un drapeau suisse que lorsqu'on a un drapeau colombien. Mhm. Et si on fait le lien avec notre objectif et notre propos, c'est de toucher un maximum de personnes pour mettre en sécurité ces savoirs et les rendre accessibles aux personnes qui en ont besoin.
encore une fois, aujourd'hui, je crois qu'on est dans une période de la vie de notre planète où on a besoin de se reconnecter à quelque chose de plus grand. Euh, donc voilà. Mhm, mhm. Et on n'a pas dit justement au début que tu es suisse d'origine, donc peut-être tu peux juste aussi nous donner un peu ton parcours. Tu nous as dit que tu es arrivé en Colombie par hasard, mais en fait, ta démarche a comme ça commencé en Suisse, n'est-ce pas? Exactement. Donc, je suis un citoyen du monde. Mes parents sont italiens. Je suis né en Suisse et finalement, j'ai terminé en Colombie. J'aime toujours dire que j'ai étudié droit à l'université. Je me suis gradué comme ingénieur de système. J'ai pris un gros mur et finalement, ce mur m'a mis face à l'évidence que j'étais pas à ma place. Et donc, ça a été un signe, ou plutôt l'univers qui m'a mis face à ce devoir d'apprendre à me connaître et de faire ce travail d'introspection. Et à Mhm, travers ce travail d'introspection, je me rappelle très bien, hein, j'étais à l'époque dans l'industrie du billet de banque. J'ai une collègue qui m'a offert un livre de médecine quantique et en lisant ce livre, j'ai rien compris, mais je me suis retrouvé à un séminaire. J'ai commencé à explorer, à aller voir des thérapeutes, des professionnels, et finalement, quelques années plus tard, je me suis gradué. Je crois le même jour d'ailleurs en kinésiologie et en médecine quantique, et j'ai ouvert mon cabinet dans un centre thérapeutique à, à Lausanne. J'étais formateur en kinésiologie, kinésiologue. Euh, voilà, donc j'ai ouvert mon centre, je suis parti en Colombie et finalement, avec ce bagage, avec ce travail sur moi, je pensais avoir les outils nécessaires et suffisants pour pouvoir accompagner, aider les personnes qui en avaient besoin. Et en découvrant tout ce savoir sur ces plantes merveilleuses, ces communautés indigènes, c'est un peu comme c'est un peu comme cet effet, je l'appelle l'effet YouTube. Quand on regarde une vidéo qui sort un petit peu du contexte, finalement YouTube commence à nous proposer un peu plus de vidéos. Et puis à un moment, on se dit, mais pourquoi j'ai pas vu ça avant? Ça mhm. existe depuis des milliers d'années, je comprends pas, etc., etc. Donc c'est l'effet waouh que j'ai eu en Colombie et qui m'a montré que ces savoirs sont précieux et sont tellement puissants, notamment pour la santé mentale. Aujourd'hui, on souffre comme on n'a jamais souffert. Le nombre de personnes qui prennent des drogues psychiatriques en Suisse, en France, en Italie, en Europe, c'est juste impressionnant. Et c'est tellement impressionnant de par leur inefficacité que bon nombre de brevets en lien avec ces drogues psychiatriques n'ont pas été renouvelés fin 2017-2018. Et on a des solutions alternatives qui fonctionnent très bien, notamment en Amérique latine, avec ces savoirs ancestraux. D'ailleurs, quand je rigole, je partage l'anecdote, hein, quand j'arrive souvent auprès de la communauté Kofan, quand ils me voient arriver, ils rigolent et s'esclaffent en disant bah tiens, voilà le grand blond avec sa dépression, sa bipolarité, et puis ils rigolent tous. Hein. Alors c'est pas très drôle, mais après quand on sait ce qu'ils savent, on se rend compte que oui, effectivement, il y a de quoi rire parce qu'il y a de quoi dépasser énormément de conditions qu'on est en train de vivre Mhm. aujourd'hui dans notre société d'une manière différente, d'une manière intégrative, d'une manière préventive. Hmm. Ben, merci pour cette condivision. C'est important aussi de connaître un peu le parcours aussi intime que tu as comme ça suivi et que tu as porté justement à cette grande passion parce qu'il faut quand même avoir de la passion pour faire un changement si radical et après s'étonner aussi des changements qu'on peut avoir à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur. Donc c'est merveilleux. Merci. Euh, Avec plaisir. Tu peux nous expliquer ce qu'on entend aussi par le terme de médecine en pleine conscience? Peut-être certaines personnes ont probablement compris avec ces explications que tu nous as données, mais peut-être est-ce que tu peux encore donner quelques explications derrière ce terme de médecine en pleine conscience? Oui, alors le, le- le- la médecine en pleine conscience, c'est la médecine avec tout son corps ou tous ses corps. Donc Mhm, c'est-à-dire que c'est pas juste le mental. Notre corps est dans notre conscience et c'est pas notre conscience qui est dans notre corps. Donc ça veut dire que si
chaque centimètre carré, chaque millimètre carré de notre corps est connecté à notre conscience. Et de produire une médecine en pleine conscience, c'est finalement d'être présent avec tous ces corps, physique, mental, émotionnel, etc., etc. On a beaucoup de corps à ce qu'on est en train de faire. Donc c'est vraiment s'observer. Et c'est pour ça que je dis, et on dit en alchimie que quand on travaille une plante, la plante travaille sur nous. En fait, il y a une relation bidirectionnelle qui se crée. Et donc, c'est d'observer cette relation. Et Mhm. c'est de nourrir cette relation en étant complètement là. Et quand on dit complètement là, c'est en pleine conscience, donc c'est tout le corps et tous les corps. Mhm. Mhm. Et est-ce que tu peux nous parler des 9 essences florales que vous avez développées chez Tatwa, issues de 9 plantes maîtresses, les propriétés de chaque plante maîtresse et sur quelles problématiques elle travaille? Alors oui, on a 9 plantes maîtresses. Donc ce qui est intéressant, et je me permets de faire une petite digression, c'est Mhm. que quand on a cherché des plantes, c'est les plantes qui nous ont trouvés. Donc souvent on ne comprend pas quand je dis ça, mais tout simplement pour donner un exemple, il y a un film d'ailleurs à ce sujet qui s'appelle L'étreinte du serpent, qui est un film colombien d'un ethnobiologue allemand qui va chercher une plante, la chacruna, la chagropanga, en Colombie et qui finalement la trouve. Je vous conseille ce film, il est merveilleux. Et nous aussi, on cherchait cette plante au début. Et en fait, en se baladant dans l'environnement avec une communauté indigène, on est tombé sur une autre plante. Et donc on Mhm. s'est dit, bah, celle-là aussi, on la cherche, mais on ne la cherchait pas en premier. Donc les yeux pleins d'étoiles, on a travaillé cette plante en premier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a rapidement trouvé 9 plantes. 9, c'est l'accomplissement de l'homme. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elles sont arrivées dans un ordre spécifique qui correspond au cycle d'évolution de l'être humain, de la naissance à la mort. La première, c'est la naissance, la dernière, c'est la mort. Et entre deux, on a toutes les phases de l'évolution de l'être humain dans son ordre chronologique. Mhm. Donc, en parlant des propriétés thérapeutiques ou des propriétés des plantes qui constituent nos élixirs floraux, on a la première qui est, je vais donner quelques propriétés, hein, la Mhm. chichara, c'est une plante qui est utilisée notamment pour tout ce qui est problématique rhumatoïde, arthrite, arthrose, confiance en soi, estime de soi, amour pour soi. C'est une plante que l'on utilise aussi en dépression postpartum, pour tout ce qui est problématique en lien avec la naissance. Et finalement, c'est cette force féminine intérieure, c'est cette plante qui permet de nous connecter à cette force féminine. Mhm. La deuxième, qui est la chagropanga, c'est une plante qui est utilisée pour toute sa partie vision. Elle va travailler sur les visions et notamment, bien que l'autre plante aussi, la chichara, travaille sur la partie onirique, la deuxième va travailler sur une amplification vraiment très importante des rêves, puisqu'à travers les rêves, on explore notre subconscient et on a une opportunité de travail qui est vraiment très intéressante si on est capable de se rappeler de ses rêves. Elle va travailler aussi sur cette énergie au niveau des chakras, en redistribuant l'énergie au niveau des chakras pour rééquilibrer ce flux que l'on a et travailler toutes les glandes qui se trouvent derrière les chakras, qui sont des portes énergétiques et vibratoires entre le monde invisible et nos glandes. Donc on peut travailler des problématiques avec ces plantes et cette plante, notamment la chagropanga, comme l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, c'est travaillé en tout cas par les communautés indigènes. Dans notre centre, on le travaille avec des médecins avec des résultats très intéressants sur des dérèglements hormonaux chez les femmes, etc. etc. Mhm. La troisième plante, c'est la plante qui nous permet de travailler tout ce qui est les états de colère, souvent en lien avec la déconnexion. Lorsqu'on est déconnecté de notre propos de vie, de notre mission, ben, on va commencer à se charger de colère, on va commencer à se disparaître, à se réfugier derrière des comportements qui peuvent devenir addictifs, comme l'adolescent derrière son téléphone portable, qui finalement se réfugie derrière un téléphone portable parce qu'il a compris que il va devoir étudier pour être quelqu'un dans un monde qui n'est pas du tout sexy à ses yeux. Donc du coup, c'est une fuite. Et cette plante-là, elle permet de se reconnecter à son propos de vie, à sa mission, d'un point de vue axé sur le cœur plus que sur le mental. Elle va travailler la colère que l'on peut avoir, que l'on a accumulée et qui génère certaines fois des réactions violentes et exagérées. Et quel est le nom de cette troisième plante? C'est la Wantuk, ça c'est le nom ancestral et indigène, d'accord, Mhm. Mhm. qu'on appelle aussi le floripondio. Mhm.
La quatrième plante, c'est le Banisteriopsis capi, qu'on appelle aussi capi. Elle va travailler tout ce qui est présence à soi. Donc pensée contaminante, le fait de procrastiner, d'aller dans tous les sens, d'avoir cette sensation en fin de journée que j'ai fait beaucoup de choses, mais finalement j'ai rien fait, d'avoir ces pensées envahissantes, etc., etc. Donc c'est l'esprit clair, c'est l'optimisation des fonctions neuronales. Elle est utilisée, cette plante, parce qu'elle a des propriétés neurogénératives très importantes par les communautés indigènes. Donc voilà, c'est le focus, c'est la présence à soi, c'est vraiment cet état de flow dans ce qu'on a à faire dans la vie. Je dis toujours, c'est un peu l'autoroute de la productivité, puisque toutes les pensées contaminantes sont enlevées et on est vraiment très clair dans son esprit. Donc ça, Mhm. c'est la capi. Ensuite, on a la Chirixanango, qui est une plante qui est utilisée par les communautés indigènes quand on a des froids dans le cœur et dans le corps. Donc des dos bloqués, des problématiques physiques, etc., etc. Donc elle va opérer tant au niveau physique qu'au niveau émotionnel et on l'utilise énormément dans notre centre et à travers les communautés indigènes, la Chilixanango, Yasmine du Paraguay, pour tout ce qui est dépression, deuil, parce que c'est une plante qui va permettre de calmer notre mental le soir avant d'aller se coucher, donc elle va nous permettre de dormir, et à travers les rêves, elle va nous permettre de comprendre que là où on pensait ne pas avoir d'options, de solutions, bah, il y a des options. Et donc du coup, quand on se réveille le matin, bah, on est motivé, on retrouve la force et l'envie de mettre un pas devant l'autre pour avancer vers la transformation. On considère toujours avec les médecins avec qui on travaille, que la dépression est une magnifique opportunité d'aller vers quelque chose de différent. Sauf qu'on est dans une société où aujourd'hui on n'a plus le temps. Donc quand quelqu'un est déprimé, on lui donne des pastilles qui vont l'enfermer dans son état, au lieu de l'accompagner, de prendre le temps de l'aider à se défaire de ce qu'il ne veut plus. Donc cette plante-là, elle est merveilleuse pour ça. Mhm. Ensuite, on a la Bado. La Bado, c'est l'Hypomoea violacea. C'est la connexion à ses besoins, à son enfant intérieur, capacité d'identifier ses besoins, à mettre des limites, à dire stop, et donc de ne plus se faire envahir. C'est une plante qu'on utilise beaucoup pour tout ce qui est état de burn-out, où finalement on s'est fait envahir, immerger, et on n'est plus capable de ressortir de cette situation. Donc c'est une plante qu'on utilise énormément pour ça. C'est cette énergie masculine, cette capacité de dire non sans état d'âme. Mhm. Ensuite, on a la kuka, qui est la plante de la divinité des soleils, qui est utilisée notamment par certaines communautés comme les Arhuacos, les Kogi, pour leurs propriétés et pour traiter des problématiques addictives, puisqu'elle va finalement, paradoxalement, travailler sur l'épuisement physique et mental, mais elle va permettre de niveler les énergies. Elle va permettre de créer un enracinement fort à la terre. Elle va permettre de créer cet ancrage qui nous permet d'explorer et de comprendre qu'on est fait de chair et d'os aussi. Et on est là aussi pour vivre sur la terre avec cette composante physique, tout en explorant peut-être la partie spirituelle. Donc la Mhm. kuka, c'est l'épuisement physique et mental principalement. Mhm. Ensuite, on a la datura. La datura, c'est problématique au niveau pulmonaire, asthme, constriction au niveau des bronches. Donc, on l'utilise énormément pour ça, toujours avec une composante émotionnelle. Peur de l'autorité, par exemple, quand je me ratatine face à l'autorité. Problématique de possessivité et de possession, de jalousie. Euh, donc, c'est une plante qui va nous permettre de lâcher prise par rapport à la vie. Donc, les personnes qui sont en fin de vie, on l'utilise énormément aussi pour les personnes qui ont de la peine à lâcher, qui s'accrochent à leur vie alors que c'est le moment de partir. On combine ça avec d'autres produits, des sprays nasaux, notamment pour toute la partie anxiété. Donc, c'est une plante qui permet vraiment de se lâcher prise et de comprendre que finalement, bah, la vie ne nous appartient pas. Notre projet ne nous appartient pas, notre épouse ne nous appartient pas. Donc ça permet de mettre de la distance par rapport aux situations et donc d'être beaucoup plus relax ou détendu. Mhm. Mhm. Et finalement, on a la Yemuru ou Kanapa,
qui est cette plante qui permet d'aller vers la mort. Donc la mort, c'est quoi finalement? La mort, on la vit tous les jours, hein. La naissance du jour, la mort du jour, et finalement la mort du jour, c'est être capable de célébrer, de récolter ses fruits, et d'être dans la gratitude de ce que j'ai pu faire aujourd'hui avec l'énergie que j'avais, et donc de prendre cette habitude de célébrer la terre, de célébrer cette connexion, de célébrer la vie, de créer des relations empathiques avec les gens. Donc c'est une plante qu'on utilise énormément pour toutes les personnes qui sont super exigeantes, hyper contrôlantes, qui sont dans la hâte, dans l'intolérance, dans l'impatience, parce qu'elle va permettre de se connecter à quelque chose de plus empathique et de plus respectueux envers soi, finalement. Mhm. Merci Laurent pour ce résumé des 9 essences floréales. Est-ce que, parce que vous avez un site internet, après je vais le citer à la fin de cet épisode, et donc les personnes, est-ce qu'ils peuvent les consommer sans une personne qui les suive, ou former des praticiens ou des personnes qui peuvent comprendre mieux comme le fonctionnement de ces plantes? Comment ça marche un peu pour les personnes qui aimeraient comme ça essayer ou tester ces plantes? Alors oui, effectivement, ça se trouve en vente libre. C'est accessible sur le site. Effectivement, souvent, on voit l'indication de manière très claire, donc c'est suffisamment clair. Mhm, Cela dit, c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on forme des psychiatres, des médecins, des psychologues, des thérapeutes, des kinésiologues à ces plantes, à ces savoirs, pour qu'ils soient les vecteurs à travers leur patientèle, et puissent accompagner au mieux les personnes qui le recommandent, effectivement. mhm, mhm. Et est-ce qu'il y a des contre-indications en utilisant ces plantes? Alors, il n'y a aucune contre-indication connue à ce jour, Mhm, donc ça peut être consommé en toute sécurité. Je rappelle juste deux choses importantes. La première, c'est que si ça se consomme, c'est du début jusqu'à la fin pour avoir un impact sur un cycle de régénération cellulaire. Donc, un produit dure environ 25 jours. Le deuxième, c'est que c'est adaptogène, d'accord? Donc ça veut dire que ça va s'adapter à la personne et ce qu'elle a besoin pour sortir de sa zone de confort en toute sécurité et en douceur. Mais une sortie de zone de confort, c'est jamais agréable. Donc ça veut dire que effectivement, ça peut générer un peu d'inconfort. C'est un bon signe, ça veut dire que ça travaille, mais c'est toujours dans le respect de la personne et de ses capacités. mhm. Très bien. Donc, pour ceux qui souhaiteraient essayer les essences florales des plantes maîtresses Tattva, je laisserai un lien dans les notes de ce podcast qui donne droit à une réduction du 10% sur le prix d'achat. J'ai encore quelques questions avant de te les laisser partir. Comment tu souhaiterais voir se transformer la médecine et le système santé d'aujourd'hui? Alors, on se dirige de plus en plus vers quelque chose d'automatisé, d'artificiel avec l'intelligence artificielle, et malheureusement, on s'éloigne toujours plus du propos de la médecine, Mhm, qui est d'aider son prochain. Et finalement, la médecine, comme je la vois et comme la pratiquent certains grands médecins que je connais, qui sont amis, il y en a d'ailleurs certains que tu connais, que mhm, tu as connus, c'est d'inclure toute la personne et tout l'individu dans sa relation, dans sa prise en compte. Et ça ne peut pas se faire en voyant une personne 15 minutes ou même 30 minutes. Ça veut dire de prendre le temps de créer des relations de qualité avec la personne qu'on est en face pour comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Parce que finalement, lorsqu'on parle de médecine quantique, on se rend compte que deux problématiques identiques, on peut dire par exemple deux eczémas, ben oui, c'est deux manifestations identiques, mais c'est probablement deux origines différentes. Et donc finalement, si je prends en compte l'origine de la personne et que je vais travailler son origine, donc la source, et c'est là, quand on parle de médecine préventive, on est plus au niveau de l'origine, et ben, je vais avoir un impact durable et bien plus intéressant sur la vie de la personne, sur son environnement, sur les personnes qu'il côtoie, etc., etc. Donc pour moi, la médecine du futur, c'est cette médecine qui prend en compte pas seulement le corps physique de la personne, mais aussi tout son être dans sa globalité. mhm, mhm. Et quelles sont les pratiques ou les routines qui t'ont été les plus bénéfiques sur le plan physique, mental et spirituel?
Ouh là là, j'en ai beaucoup entre le grounding, le fait d'aller en forêt, d'embrasser les arbres, de voir des plantes fleurir, de dialoguer avec elles. Il y en a énormément. Il y en a une qui me nourrit énormément. C'est une pratique martiale qui Mhm, s'appelle l'aïkido. mhm. C'est une Ah, pratique où finalement on travaille toujours à deux, mais la personne qui travaille avec nous n'est juste qu'un reflet de ce que j'ai à l'intérieur. Donc c'est une pratique qui nous oblige, ou qui m'oblige en tout cas, à être là et présent, parce que si je ne suis pas là et présent, ben, je m'en prends une déjà, donc c'est jamais très drôle. Et puis en étant là et présent, ben, je vois mes pensées, je vois mhm, mes limites, mhm, je vois comment je réagis, et donc ça me permet de, si j'arrive à m'extraire après un cours, après une pratique, de voir les éléments sur lesquels je peux travailler et j'ai une opportunité de travail. mhm, Donc voilà, après, il y a beaucoup d'autres pratiques, comme je l'ai mentionné, à travers la nature qui sont ressourçantes et qui sont régénérantes. Mais mhm. l'aïkido, pour moi, c'est l'élément le plus ressourçant et régénérant que je puisse avoir. Et quand je manque un entraînement, je me sens pas bien. Il y a Mhm. quelque chose qui m'a manqué. Et combien de fois tu t'entraînes par semaine avec l'aïkido? Actuellement, je m'entraîne 3 fois par semaine. Hmm. Wow. Ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui est suffisant déjà pour maintenir une pratique. Mhm. Et quel message veux-tu transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, le monde a besoin d'un message d'amour. Aimez-vous tous les uns les autres. Ça fait un peu kitsch et un peu bateau, mais c'est de se rappeler qu'on est tous frères et sœurs sur cette planète. On est tous des hôtes qui ont qui ont la chance de pouvoir vivre ici, qui ont été reçus ici. Donc, au lieu de se faire la guerre l'un et l'autre, bah, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure je peux plutôt diffuser de l'amour là où je suis capable d'en diffuser, que d'aller au conflit et de chercher forcément à détruire ou à nuire. Donc mon message, c'est un message d'amour, Mhm, vraiment, et de respect. mhm. Et une dernière question, as-tu un ou plusieurs livres qui t'ont particulièrement inspiré dans ton parcours? Oui, alors je peux en citer deux, trois là. Oui, J'en ai plusieurs oui. qui me viennent à l'esprit. Le tout premier qui m'a impacté il y a 20 ans en arrière, un peu plus d'ailleurs, on est en 2024, oui. Non, ça c'était le deuxième, mais le deuxième c'est La physique des miracles de Richard Bartlett, Se connecter sur le champ du potentiel de la conscience. Un livre très difficile, mais très intéressant qui m'a ouvert, moi, homme italien d'éducation catholique, ingénieur, à quelque chose de plus vaste et sans frontières. Il y a un livre que j'ai énormément aimé de Gounel qui est Les dieux voyagent toujours incognito, Mhm. qui est juste merveilleux. Je ne sais pas si tu l'as Non. lu. Euh, il y a un livre qui est difficile mais merveilleux de Jed McKenna. J'ai son titre en anglais, c'est Dream State Conspiracy Theory. Euh, L'état de rêve, hein, Dream State, l'état de rêve, une théorie de conspiration. C'est un livre qui pose beaucoup de questions sur sur le rêve et sur le fait d'être réveillé, qui finalement nous met face peut-être au fait que quand on est éveillé, c'est là où on dort, et quand on dort, c'est là où on est éveillé. Bref, très intéressant pour se poser des questions. Et finalement, pour tout ce qui est plantes psychédéliques ou plantes antéogènes, plutôt, je recommanderais le livre de Stéphane Schillinger qui s'appelle La sagesse interdite, où il va faire des révélations sur les plantes antéogènes à l'origine des traditions spirituelles, et où il explique que finalement ces plantes ont toujours été associées aux différentes traditions spirituelles et religieuses à travers le temps. Waouh, super. Merci pour toutes ces indications. Je vais sûrement prendre note des livres que tu nous as conseillés. Merci Laurent pour ta gentillesse et ta sagesse. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de t'écouter. Je laisserai justement le lien pour les personnes qui souhaitaient tester ces plantes, mais aussi le lien à ton profil Instagram parce que tu es très comment on peut dire, tu produis beaucoup de contenu sur Instagram, donc je crois que c'est une merveilleuse
source d'informations et aussi le lien au profil Instagram de Tatva. Donc comme ça, les personnes pourront te suivre et suivre tes contenus. Donc merci beaucoup pour justement cette interview et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vanessa.